va s'intéresser désormais à un module qui est très utile de MATLAB, qui s'appelle Parameters Estimation. Si on se rappelle un petit peu pour les modèles de connaissances et les modèles multiphysiques, on a besoin dans tous les cas de connaître les paramètres, la résistance, l'inductance, ici pour un moteur. Soit on utilise des expériences qu'on a fait et qui nous ont permis d'en déduire la valeur de ces variables, soit on peut justement utiliser ce module de MATLAB qui permet à partir d'un modèle de comportement et d'un schéma bloc associé, d'évaluer justement ces paramètres. La première chose, c'est que justement ici j'ai créé un modèle causal, voilà, dans laquelle j'ai indiqué les variables moteur, R, la résistance, l'inductance, la constante de vitesse, et puis l'inertie et puis le frottement visqueux. J'ai enregistré préalablement ces valeurs dans un fichier .mat ici en mettant des valeurs approximatives pour la résistance, pour l'inductance, pour la constante de vitesse, l'inertie, le frottement visqueux. J'ai préalablement également récupéré mes valeurs expérimentales, et donc je peux, à partir de ce modèle causal et d'une réponse expérimentale, alors commande BO, attention, c'est une variable ici qui impérativement correspond à la réponse expérimentale sur 2 colonnes, et en fait on s'aperçoit que elle a dans la première colonne le temps, dans la deuxième colonne la réponse en vitesse. Si vous faites préalablement cette importation correcte, avec ici une matrice à 2 dimensions, vous allez alors pouvoir comparer les deux résultats, et vous observez une différence entre la réponse en simulation du modèle causal ici et la réponse expérimentale, d'où la nécessité de régler les paramètres. Donc comment fait-on? On fait un deuxième modèle. Ce deuxième modèle, il a une petite différence, c'est qu'ici on a une input port et le output port ici. À l'intérieur, les choses sont inchangées. Ensuite, je vais aller dans l'analyse, le parameter estimation. Je vais commencer par ajouter une nouvelle expérience. Ça apparaît uniquement si vous avez mis correctement le input et l'output, sinon ça apparaît pas. Ensuite ici, vous allez avoir une syntaxe imposée. Vous allez devoir mettre sous forme imposée tout d'abord la liste de temps et la liste de vitesse expérimentale que vous avez obtenue ici, time et vitesse. Même chose pour l'entrée, vous allez imposer une liste de temps et la liste de tension qui correspond à l'entrée que vous avez ici. Ensuite, vous allez sélectionner les paramètres que vous souhaitez évaluer. Donc pour moi, pas le rapport de réduction, mais l'inertie et les différents autres paramètres. Vous validez. Ensuite, vous indiquez que toutes ces valeurs sont positives, donc vous mettez un minimum ici à 0, voilà, pour toutes les variables. Vous pouvez renommer cette expérience, voilà. Et donc ensuite, vous allez pouvoir rajouter un tracé, la réponse tout d'abord. Un problème qui peut survenir lorsque vous simulez ici le tracé, il va vous indiquer des problèmes de temps, il va vous indiquer que le pas n'est pas bien choisi, etc. Qu'est-ce qui peut se passer? En fait, vous avez pu vous tromper d'unité pour la variable d'inductance, par exemple, et vous avez une constante de temps trop faible. Vous retournez dans votre simulation, vous veillez, alors a priori, je dis bien a priori, mais à mettre un pas fixe, apparemment c'est préférable, et si vous avez un souci, vous baissez le pas du temps fixe. Voilà, ça résout pas mal de soucis. Pour illustrer ce problème, on voit que si je demande la réponse du système, on me dit qu'il y a un invalid output time specified, et donc ici, j'ai juste à aller dans le Configuration Parameters et de mettre un pas fixe. Je peux essayer au début de le mettre en automatique et je relance. Voilà, pour un fonctionnement cette fois-ci qui fonctionne. Ensuite, on peut tracer la réponse du modèle. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une différence entre le modèle de simulation et le modèle expérimental. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter une estimation des paramètres, donc la Parameter Trajectory. Voilà, vous allez ici dans le View, vous allez mettre l'un à côté de l'autre pour que ce soit plus joli. Et vous lancez l'estimation. Et vous allez voir évoluer les différents paramètres ici. Et les courbes, la courbe de simulation va se rapprocher de la courbe expérimentale. Voilà, je vous l'ai mis en accéléré parce qu'évidemment ça prend quelques minutes. On voit ici les paramètres évoluer, on voit la courbe théorique de simulation se rapprocher de la courbe expérimentale. Lorsqu'on estime que c'est satisfaisant, on peut arrêter la simulation et on peut sauver les variables pour les réutiliser par la suite. Et ces paramètres, on va pouvoir ensuite les mettre à jour dans le workspace. On constate en effet que les valeurs ici ont été mises à jour. On va veiller à les enregistrer dans une nouvelle variable, par exemple ici pour moi parameter estimated. Et enfin, on peut vérifier dans le modèle initial qu'avec ces paramètres, la réponse est adaptée. Voilà. Et donc on pourra réutiliser par la suite ces variables dans le modèle multiphysique ou dans un modèle causal.
Alors on peut faire exactement la même chose avec la réponse fréquentielle, où on importe cette fois-ci le temps, la tension et la vitesse en mode fréquentiel. On a la simulation et on lance à nouveau une estimation. Ici, lorsque je fais une évaluation des paramètres avec la réponse fréquentielle, en fait j'aboutis à quelque chose qui n'est pas cohérent. Là je ne l'ai pas affiché, mais c'est pas cohérent. Et en fait on constate qu'en fait la réponse simulée, en fait elle est en phase avec la consigne. Donc on a l'impression que le modèle acausal qu'on a là ne prend pas en compte les notions de déphasage. A priori, si vous mettez plutôt un modèle causal avec une fonction de transfert ici à la place de votre modèle acausal, a priori ça fonctionnerait. Alors si j'utilise un modèle causal cette fois, je peux, à l'aide de deux expériences, une réponse indicielle, une réponse fréquentielle, évaluer les paramètres en choisissant à chaque fois chaque expérience en estimation, et je peux également choisir une en estimation et l'autre en validation. Après, il semble que les paramètres soient correctement évalués en réponse indicielle, tandis qu'en fréquentiel, c'est beaucoup plus bizarre. Donc il faudrait passer plus de temps pour comprendre pourquoi. Puis on peut noter que si on souhaitait utiliser une réponse en boucle fermée pour améliorer la validation des paramètres, en fait on a bien la réponse ici, mais en fait la réponse du système est la même qu'en boucle ouverte. Ça fonctionne pas en fait, puisque par définition ici le modèle est en boucle ouverte. Donc ça c'est pas utilisable non plus. Alors il existe de nombreuses possibilités avec cet outil, par exemple ici l'identification du comportement du réflexe d'un muscle, ou encore ici un pendule inversé, avec deux sorties d'identification, deux angles, ou encore l'estimation d'un vérin hydraulique, ou encore une possibilité qui semble être d'estimer les paramètres en direct, et à partir de ces paramètres de contrôler un système en optimisant son contrôleur. Alors sur la vidéo, il y a beaucoup moins de choses à faire. Simplement, à partir d'une capture d'image, on va réaliser des tracés. Et ces tracés, on va les importer dans un logiciel, par exemple comme AVI Mecha, qui va permettre, en traitant chaque image, de récupérer les points et de les mettre dans un tableur ensuite. Alors, simple problème, c'est vrai qu'AVI Mecha ne supporte que les formats AVI. Et c'est vrai qu'avec les smartphones, on a souvent des formats MPEG quelque chose. Donc ce que je vous recommande, c'est d'installer un codec tel que Xvid sur votre ordi, et ensuite utiliser un convertisseur sur le net entre MPEG 4 et AVI, et à ce moment-là, à l'aide de ce codec, AVI Mecha reconnaîtra vos vidéos. Et enfin pour terminer, aujourd'hui avec les smartphones actuels, on peut filmer à 250 voire 1000 images par seconde, donc on arrive à des super images et on peut faire des super traitements derrière. Là, je pense que vous m'avez reconnu. Alors concernant l'identification par Python, je vais aller assez vite. L'idée est toujours un peu la même. On va, en fait, à partir de la méthode des moindres carrés, on va assimiler notre courbe expérimentale, ici traduite par les points, à une courbe théorique de type exponentielle, droite ou polynôme. On va traduire ça en dérivée partielle pour exprimer les différents coefficients. On traduit ça en langage Python et on obtient à partir de ça les estimations, par exemple ici d'un gain et d'une constante de temps d'un premier ordre. Voilà tout.